Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Tiffany Lacamoire, je suis chef de projet au pôle de ressources ETP. Je suis avec ma collègue Andrea, que je laisse se présenter peut-être. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis André Lambourg, également chef de projet au Pôle ETP. Donc aujourd'hui, on vous propose de parler de l'évaluation comme un levier pour faire évoluer sa pratique. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Charlotte Frémont de l'ARS avec nous et Manuela Ingremot de Saint-Défi qui vont nous partager leur expérience autour de l'évaluation. Donc, juste pour vous expliquer comment ça va se passer, on a prévu un petit temps de présentation pour chacune des intervenantes. On va prendre 20 minutes, une demi-heure ensemble pour aborder ces points-là. Et ensuite, on vous propose un temps d'échange, voilà, de questions, d'échanges. À la fin, on prendra bien un temps où tout le monde pourra participer. Et si jamais vous avez des questions, des remarques, pendant les présentations, on garde nos micros fermés si ça vous va, mais n'hésitez pas à utiliser le chat. Il y a Andrea notamment qui est chargée de pouvoir tout récupérer. Comme ça, on pourra prendre vos remarques, discuter sur ce que vous aurez partagé. Voilà pour les consignes. Je vais peut-être pas être plus longue. Et puis, je vais laisser Charlotte peut-être se présenter et puis nous faire ta présentation si ça te va. Oui, très bien. Donc, bonjour tout le monde. Charlotte Frémont. Donc, je suis inspectrice de l'action sanitaire et sociale et en charge du suivi de l'éducation thérapeutique du patient à l'ARS Île-de-France, à la direction de la santé publique. Alors, je vais vous partager mon document. Hop. Normalement, c'est bon et je le mets en plein écran si ça fonctionne. Voilà. Alors, hop. Alors, donc, l'ETP. Alors, sur certaines diapos, je vais être assez rapide parce que c'est des notions que vous connaissez sans doute tous et toutes déjà. Comme vous le savez, l'ETP, donc, elle est dans la loi depuis la loi HPST de 2009. Elle est aussi définie par le Code de santé publique. Elle a été imbriquée à tous les grands plans nationaux et expérimentations et elle se décline au sein du projet régional de santé 2023-2028 dans l'axe 2 qui est l'axe construire des parcours de santé lisibles, fluides et qui répondent aux besoins des patients. Le TP, se décline en plusieurs modalités, dont celle des programmes ETP, ce qui nous intéresse ici. Et vous savez que depuis un décret du 31 décembre 2020, nous sommes passés à un régime dit régime déclaratif des programmes d'ETP, qui fait suite au régime des autorisations. Et actuellement, en Île-de-France, il y a 913 programmes déclarés, donc 420 à la PHP, auprès de l'agence. Donc pour chaque programme de TP, après la déclaration, qui vaut pour une durée illimitée, il y a le suivi des programmes via les enquêtes, donc les enquêtes annuelles, qui sont plutôt de l'ordre du quantitatif, et les enquêtes quadriennales, qui sont à la fois quantitatives et qualitatives. Alors pour les textes, ils reprennent aussi cette notion d'évaluation, notamment sur l'arrêté de 2020. Donc, tout programme comprend une auto-évaluation annuelle de l'activité globale et du déroulement du programme, et le coordonnateur procède à une évaluation quadriennale du programme. Et ces deux démarches d'évaluation, elles s'appuient sur les recommandations et guides méthodologiques élaborés par la Haute Autorité de Santé. Et d'ailleurs, vous voyez que dans le décret aussi du 31 mai 2013 relatif aux compétences pour coordonner un programme de TP, il est question d'un référentiel de compétences pour coordonner. Et dans ce référentiel, on trouve l'évaluation, qui est donc évaluer et faire évoluer la démarche et les pratiques de TP pour le coordonnateur d'un programme. Par exemple, l'évaluation, elle est prévue dès la conception du programme. Elle comporte l'évaluation des processus sans oublier l'organisation. Elle implique tous les partenaires, dont les représentants de patients, et les indicateurs d'évaluation sont utiles aux financeurs, comme l'ARS par exemple. L'objectif pour les coordonnateurs de programme, c'est de pouvoir faire évoluer leur programme ETP dans une démarche de qualité, de manière à ce qu'il soit en construction, de manière continue, bien sûr sous réserve du maintien de la conformité au cahier des charges. Évaluer son programme de TP, c'est aussi montrer ce que l'on fait, se faire connaître, et puis c'est aussi faciliter l'adressage des patients en s'appuyant sur la confiance qui est garantie par cette évaluation.
Donc là, je vous ai mis une liste des indicateurs qui sont ceux de l'enquête annuelle en Île-de-France, parce que la déclaration d'un programme, elle est selon un cahier des charges national. Après, chaque agence a la liberté de choisir les indicateurs qu'elle souhaite dans son enquête annuelle pour répondre à des besoins spécifiques au niveau de la région. Donc, à titre d'exemple, en Île-de-France, vous avez les modalités de dispense du programme, les bénéficiaires du programme, la spécificité des publics visés, les professions représentées dans l'équipe, etc., les thématiques des ateliers qui nous intéressent, et puis également le nombre de patients inclus, parce que c'est sur cette file active que l'agence va aussi s'appuyer pour attribuer les financements à un programme d'ETP. Et ces indicateurs qui sont contenus dans l'enquête annuelle, ils correspondent aux indicateurs qualité de la grille HAS sur l'ETP. C'est un gage de qualité et de sécurité pour les patients et qui permet aussi d'aider lors de la certification des établissements. Alors, il y a beaucoup de choses sur cette diapositive, mais pour résumer, sachez que l'évaluation, elle permet aussi de faire évoluer l'offre d'ETP au fil du temps. Vous aurez le PowerPoint si besoin après, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, la Haute Autorité de Santé, elle a proposé 10 ans après les premiers rapports d'évaluation des orientations pour la mise en œuvre des interventions éducatives les plus adaptées aux besoins des patients et des repères pour analyser ou mener des études d'efficacité et d'efficience de l'ETP que vous pouvez retrouver sur Internet. Évaluer l'ETP, c'est aussi permettre de justifier la bonne utilisation des deniers publics auprès des organismes de contrôle, comme la Cour des comptes, l'IGAS, parce que chaque ARS finance les programmes d'ETP via sa ligne FIR, et justement sur la base, donc FIR c'est le Fonds d'intervention régionale, sur la base des données de l'enquête annuelle. Et donc, en fonction de cela, les ARS orientent leur financement selon les priorités régionales et les besoins de santé de la population. Par ailleurs, vous avez dans l'enquête code rénal, par exemple, en Île-de-France, une dimension sur la littératie en santé et la capacité d'autonomie de décision du patient. Et ça, ce sont des notions qui sont reprises dans le dernier guide de l'Organisation mondiale de la santé sur comment faire évoluer l'ETP pour qu'elle soit la plus efficace et à destination du plus grand nombre de publics possible afin de réduire les inégalités sociales de santé. Et puis, en janvier 2017, l'ARS et ses partenaires, dont le LEPS, ont conduit par exemple une étude sur l'évaluation quadriennale des programmes d'ETP autorisés à l'époque, donc entre 2010 et 2011. Et la conclusion de cette étude, c'était que l'investissement des acteurs de l'ETP apparaissait incontestable tant par le nombre et la variété des programmes, les files actives de patients inclus, que par la quantité de personnel mobilisé. Néanmoins, l'étude faisait apparaître que l'ETP était loin d'être homogène et équitablement réparti entre pathologies, publics bénéficiaires, territoires et structures de soins. Et je vais vous montrer quelques diapositives qui vous font état de l'offre en ETP en Île-de-France. Et les problématiques identifiées sont toujours d'actualité, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions sur la question. On voit par exemple, grâce aux données de l'enquête annuelle, que le secteur hospitalier porte en majorité les programmes d'ETP à 86%. Et donc, c'est plus rare en ce qui concerne l'offre de ville, alors qu'il faudrait favoriser l'offre d'ETP en ville. Vous voyez, donc à chaque fois, ça nous permet d'arriver à des conclusions qui nous donnent des pistes pour nous travailler sur des mesures correctrices, on va dire, pour déployer l'offre d'ETP sur tout l'ensemble du territoire et auprès de tous les acteurs. L'enquête annuelle, elle fait apparaître aussi, donc c'est une enquête sur 760 programmes, elle fait apparaître donc que la file active, en conséquence, elle est plus importante à l'hôpital qu'en ville. Donc, cela nous amène aussi à créer des ponts et des passerelles entre l'hôpital et la ville pour toucher un maximum de patients et de personnes qui ont une maladie chronique. Nous avons pu voir aussi avec l'enquête annuelle que la majorité des personnes qui sont puisqu'elles sont dans des programmes hospitaliers,
et que la plupart sont notamment les établissements de l'AP-HP qui sont pour la plupart dans le 75. Donc la plupart des personnes sont incluses dans des programmes au niveau du département 75. Pour autant, il y a aussi des besoins dans les autres départements d'Île-de-France, notamment le 77, le 78, le 95. Et si on examine, on va dire, l'origine géographique des patients, donc de manière un peu plus fine, on voit que finalement, l'offre est mieux répartie parce que les patients peuvent venir de tous les territoires d'Île-de-France. Donc il y a quand même un enjeu sur les équipes de ville pour faire des programmes sur certaines pathologies, notamment cancer, par exemple, maladies rares, et de faire le lien avec la ville. Parce qu'en ville, sur les maladies cardio-métaboliques, finalement, entre diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, la répartition est assez bonne entre ville et hôpital. Donc voilà, là, c'est ce qui nous permet aussi de voir les grandes pathologies, donc diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, mais également les maladies rares, bien sûr, parce que portées par les établissements de la PHP. Et puis, vous avez une montée puissance des programmes sur la pathologie psy, la santé mentale étant la grande cause 2025 et qui est continuée en 2026. Et d'ailleurs, le socle que l'on peut trouver dans les ateliers des programmes de TP, qui est un socle nutrition, activité physique adaptée, compétences psychosociales, c'est une porte d'entrée aussi pour déployer des programmes à la fois en ville et à l'hôpital, pour faire du lien. Donc je passe très rapidement sur cette diapositive, mais vous voyez, et d'ailleurs c'est aussi ce qui est ressorti de la 3e Agora du pôle ressources, c'est que par exemple l'activité physique adaptée, à travers les maisons sport santé, peut être un moteur dans le lien ville-hôpital, entre les programmes hospitaliers et les programmes de ville pour décloisonner les parcours. Pour finir, je vous présente quelques dimensions aussi que l'on demande dans l'enquête annuelle. Vous avez par exemple l'IETP, donc l'ETP à distance, qui est beaucoup monté en puissance depuis la crise sanitaire et qui perdure, notamment sur des ateliers qui s'y prêtent bien, comme alimentation, gestion du médicament, information médicale aussi. Donc là, nous avons aussi, en tant qu'agence, une dynamique à impulser du côté de l'ETP à distance. Puis, sur la formation des intervenants, plus de 80% des intervenants sont maintenant les équipes formées à l'ETP. C'est une dynamique qu'il faut conduire, qu'il faut maintenir. Même si on sait qu'avec le turnover à l'hôpital, c'est compliqué d'avoir 100% des équipes formées, et puis qu'à la ville, du fait parfois de difficultés à dégager du temps, c'est aussi une difficulté. Mais l'objectif, c'est de pouvoir accompagner la formation des professionnels, notamment en soutenant les plateformes de ressources. Et puis, vous voyez que dans les profils des professionnels qui interviennent dans les programmes de TP, il y a les patients partenaires, les enseignants en activité physique adaptée, les diététiciens, et ce sont des profils qu'il faut encourager à participer dans les programmes de TP. Et pourquoi je vous montre tout ça? Parce qu'en fait, les résultats de l'enquête annuelle et quadriennale également, qui est une enquête plus détaillée, mais qui reprend les données de l'enquête, des enquêtes annuelles, elles nous permettent de dégager des grandes priorités en tant qu'agence sur la territorialisation de l'offre TP selon les besoins de la population, sur le décloisonnement ville-hôpital, le développement du partenariat patient dans les programmes de TP et l'intégration des aidants, sur l'innovation en santé, les nouvelles technologies comme l'IETP, sur la formation des professionnels, et puis enfin sur la communication et l'amélioration de la visibilité de l'ETP. Et j'en terminerai par là, puisque nous avons et vous avez aussi depuis le 1er janvier 2025 une nouvelle plateforme qui est l'outil Cartep, et qui permet de rendre visible l'ETP au sein de la région. Pour l'agence et pour les professionnels, c'est un outil c'est un outil unique, pour communiquer autour des programmes de TP, puisque la plateforme recense l'ensemble des programmes de TP en Île-de-France, et elle permet aussi aux professionnels de mettre à jour leurs programmes en temps réel,
et puis de publier des articles scientifiques en lien avec l'éducation thérapeutique du patient s'il le souhaite, et puis évidemment, pour finir, d'optimiser le suivi à travers l'évaluation qui sera maintenant complétée chaque année sur Cartep, qu'elle soit l'évaluation annuelle ou l'évaluation quadriennale, avec un système d'automatisation qui reprend les données administratives relatives à chaque programme afin de faciliter le travail aux équipes et qui permet un meilleur suivi à la fois pour l'agence et pour les équipes des données, de l'activité des programmes de TP. Et vous pouvez voir par exemple qu'au 31 ici, 31 mai de cette année, première année où on a lancé l'enquête annuelle, on a eu un pic d'activité sur Cartep avec un taux de complétude de l'enquête qui était de l'ordre de 89%. Donc ça a très bien fonctionné et on espère que ça sera encore le cas l'année prochaine. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. Je vais laisser la parole à Manuela pour vous parler de l'enquête et de l'évaluation sur le terrain. Merci beaucoup, Charlotte. Et oui, on fait le lien avec Manuela qui, du coup, va nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait sur le terrain, notamment à Saint-Défi. Peut-être que Manuela, tu peux te présenter rapidement aussi comme Charlotte et puis on te laisse nous faire ta présentation. Merci. Ok. Bonjour, merci déjà au pôle ressources ETP Île-de-France de m'avoir invité pour présenter nous comment est-ce qu'on fait l'évaluation à Saint-Défi. Je suis Manuela Ingremot, je suis kinésithérapeute et je suis également coordinatrice du programme d'ETP, les ateliers de Saint-Défi. Alors, tout d'abord, je vais présenter le contexte de notre programme d'ETP parce qu'une évaluation, ça s'inscrit aussi dans un fonctionnement d'une structure. Donc nous, Saint-Défi, c'est une structure d'expertise et de coordination en neurologie. Donc c'est pour accompagner les patients de ville qui atteignent de sclérose en plaques et de maladie de Parkinson, à la fois dans la coordination de parcours de soins, mais ça, on va pas en parler, mais surtout, on a un programme d'ETP assez conséquent. Et nous, donc, on est financé par l'ARS qui nous a missionné pour proposer un programme ambulatoire sur 5 départements, ce qui inclut déjà des spécificités dans notre fonctionnement puisque c'est un territoire assez vaste. Nous avons 15 ateliers d'éducation thérapeutique différents. On propose des séances de TP collectives et également individuelles selon les profils des patients. De façon à rendre accessible le TP au maximum de patients, on fait des ateliers à la fois en présentiel, on essaye sur les 5 départements, et également en visioconférence. Et notre file active est d'environ 250 à 300 patients par an. Alors, l'évaluation sur le terrain. Tout d'abord, à quoi ça sert l'évaluation? En fait, nous, l'évaluation, on voit ça comme un processus continu, c'est-à-dire que on fait pas l'évaluation une fois par an au moment de l'enquête annuelle de l'ARS, mais c'est vraiment presque de l'évaluation implicite, c'est-à-dire tous les jours, enfin, quand on se voit, se re-questionne sur, on essaie de réajuster notre fonctionnement, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour pouvoir améliorer nos pratiques. Donc c'est vraiment un processus continu. C'est pas que de temps en temps dans l'année où on se pose pour faire l'évaluation. Et nous, notre fil conducteur, toujours, c'est est-ce qu'on répond aux besoins des patients? On est toujours vraiment centré sur les besoins des patients afin qu'ils puissent être le plus autonomes possible avec la maladie chronique. Et est-ce qu'on répond aux missions que nous a confiées l'ARS, notamment par rapport à cette distribution, ce nombre de départements à couvrir. Et une question qu'on a très régulièrement quand on pense à nos programmes, c'est la question de la littératie en santé. Comme on souhaite que nos ateliers soient accessibles et compréhensibles pour tous les patients, très souvent, on se repose la question sur les noms des ateliers, par exemple. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est même toutes les communications écrites, est-ce que c'est accessible pour tous? Pour l'évaluation, un point qui nous semble essentiel, c'est de recueillir tous les points de vue, à la fois les retours des bénéficiaires des ateliers d'éducation thérapeutique, également ceux des animateurs, parce que donc on a une équipe à Saint-Défi, mais nous, on fait appel à beaucoup d'autres animateurs avec des partenariats sur d'autres professionnels, experts dans d'autres domaines. Donc on essaie d'avoir tous les points de vue des professionnels qui animent les ateliers. Et également, les points de vue des patients partenaires sont très importants pour nous.
Et enfin, dans l'évaluation, bah forcément, l'évaluation, c'est pas que voir ce qui va pas, mais c'est également mettre en lumière ce qui fonctionne bien, savoir se dire bah, ce qu'on a bien fait, pouvoir être fier et ainsi participer à une construction d'une équipe où on sait où ça a du sens de faire de l'ETP pour nous. Et évidemment, on parle régulièrement aussi des points à améliorer. Alors, j'ai fait une cible parce qu'au final, il y a beaucoup de choses à évaluer dans un programme. Alors, le centre de la cible, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est évidemment le patient, à savoir bah, quels sont ses besoins. Est-ce que notre programme pourra répondre aux besoins des patients? Est-ce que on arrive à atteindre les objectifs personnels de chaque patient? Et également, est-ce que les patients sont satisfaits? Mais on évalue aussi la qualité des ateliers, c'est-à-dire nos ateliers, autant au niveau du fond. Est-ce que les messages qu'on délivre, est-ce que c'est pertinent pour le patient? Est-ce que c'est actualisé? Et également sur la forme, parce qu'on sait bien qu'en ETP, bah, tout le côté pédagogique compte beaucoup pour transmettre les messages aux patients et qu'ils puissent après transférer la pratique à leur quotidien. Donc ça, on s'interroge régulièrement à la fin de chaque atelier sur le fond comme sur la forme des ateliers. Qu'est-ce qu'on évalue encore? L'organisation globale du programme, parce que bah forcément, un programme d'ATP, il y a plusieurs, même parfois de nombreux ateliers. Donc, est-ce que l'organisation permet que ce soit fluide? Ça peut être en termes d'horaire, par exemple, en termes de fréquence d'ateliers. Ça peut être comment est-ce qu'on communique sur les ateliers, comment on envoie les invitations aux patients, etc., etc. Et enfin, qu'est-ce qu'on évalue? Les chiffres. À la fois, donc ça peut être les chiffres qui sont demandés pour l'enquête de l'ARS. Donc toutes ces données quantitatives, on va voir comment est-ce que nous, on les recueille à Saint-Défi. Et toujours, bah, cette évaluation pour répondre à cette question, est-ce qu'on répond aux besoins des patients et à nos missions? Alors là, j'ai repris les points de cette cible pour vous dire un peu, nous, comment en pratique on fonctionne pour évaluer ces différents points. Alors, déjà, par rapport aux patients, pour recueillir leurs besoins, l'atteinte de leurs objectifs et leur satisfaction, on utilise des outils, bah, je pense que chaque équipe utilise, c'est-à-dire un BEP initial, un BEP final et des questionnaires de satisfaction à la fin de chaque atelier. Après, pour évaluer la qualité des ateliers, nous, on a toujours, bah, il y a déjà, il y a en fin d'atelier, souvent, il y a une synthèse où les patients nous disent déjà ce qu'ils ont retenu de l'atelier, comment ils l'ont vécu. Donc, déjà, ça nous donne pas mal d'indices pour savoir bah, ce qu'ils en ont pensé et ce qu'on peut améliorer. Et puis on fait, nous, de manière systématique, à la fin de chaque atelier, un débriefing avec les animateurs de l'atelier et les patients partenaires. Donc déjà, ça nous permet de voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et souvent, on a déjà des idées pour améliorer l'atelier pour la fois suivante, dès la fin de l'atelier. Pour évaluer l'organisation globale du programme, nous, on fait des points de ETP chaque semaine. En fait, on a une réunion d'équipe, nous, c'est le mardi matin. Et à chaque fois, il y a un point ETP qu'on a intégré à cette réunion d'équipe. Il est plus ou moins conséquent, ça dépend les semaines. Parfois, c'est assez court, parfois un peu plus long. Mais ça nous permet, enfin, déjà, à chaque fois qu'il y a eu un atelier, que les personnes qui ont animé l'atelier puissent nous dire comment ça s'est passé. Et puis ça permet de refaire les points sur l'organisation globale et les questions qu'on a pu se poser pendant l'atelier. Par exemple, ce qui me vient en tête pour le dernier atelier, c'était en visio. Il y avait un patient qui avait pas son micro, enfin son micro fonctionnait pas, un autre qui avait pas une caméra qui fonctionnait pas. Qu'est-ce qu'on fait? De façon à prendre des décisions en équipe et choisir en équipe bah, comment est-ce qu'on souhaite fonctionner notre programme. Donc ça crée une vraie culture commune où on s'interroge sur ce qui a fonctionné, moins fonctionné et comment on fait pour la prochaine fois, savoir comment réagir et pouvoir réagir de la même manière en sachant pourquoi on le fait. Ça développe cette culture commune. Et j'ai noté aussi qu'on a un cahier de bord, ça c'est tout simplement un cahier sur lequel je note de quoi on a parlé à chaque réunion d'équipe et les décisions qui ont été prises. Comme ça, c'est noté et je peux reprendre chaque année pour l'enquête annuelle les décisions qui ont été prises, les changements qu'on a pu faire sur certains ateliers, le suivi des prises de décision est noté là-dessus. Pour l'organisation globale du programme, on fait aussi des points semestriels. 2 fois par an, on fait un point en vue de planifier les ateliers pour le semestre suivant. Et ça, c'est une réunion qui nous permet aussi d'évaluer la pertinence de nos ateliers. On se re-questionne et sur, par exemple, la fréquence des ateliers,
est-ce que c'était adapté ou non. Et c'est là où on peut parfois modifier certains ateliers, se dire qu'il y a un atelier qui ne semble pas forcément pertinent à continuer et donc l'arrêter. Et si on souhaite créer des nouveaux ateliers, c'est là aussi où on se le dit. Et au point semestriel, on fait souvent un point aussi sur la communication, parce qu'on sait que la communication, c'est crucial pour un programme de TP. Pour que les patients puissent avoir accès au programme de TP, ben, il faut savoir comment est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on dit, quel message on fait passer, par quels canaux on passe. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'interroge en équipe aussi régulièrement. Et enfin, comment est-ce on fait pour l'évaluation, tout cela, pas de partie quantitative, les chiffres? On a énormément de tableaux Excel. Ça, je pense que chaque équipe a beaucoup de tableaux Excel. Ce qui nous permet après de pouvoir faire les calculs pour l'enquête annuelle. Et il y a aussi, on a un agenda partagé en équipe et on le tient vraiment à jour parce que comme pour l'enquête annuelle, il nous est demandé de mettre le nombre de réunions ETP et le nombre d'ateliers individuels d'ETP, on a des mots-clés de façon à pouvoir taper ces mots-clés dans notre agenda et pouvoir compter toutes les séances individuelles d'ETP, toutes les réunions ETP. Comme ça, on a accès à ces données. Et les chiffres, c'est pas que pour les chiffres, c'est vrai que c'est les chiffres, vraiment, ça nous permet, c'est pas que pour l'enquête, ça nous permet vraiment de nous poser des questions, notamment sur est-ce qu'on en atteint les besoins des patients. Si un atelier, on n'arrive pas à recruter suffisamment de patients pour le remplir, il faut ressolliciter les patients pour réussir à avoir le nombre suffisant. Là, on peut se dire peut-être soit on l'a fait trop fréquemment, peut-être que ça répond pas à un besoin, ou peut-être tout simplement c'est le nom de l'atelier qui n'était pas assez parlant pour les patients. Il y a des ateliers en changeant le nom. Finalement, après, ils ont eu beaucoup plus de succès parfois. Donc, tous les chiffres, ça nous aide aussi à nous remettre en question et à améliorer le programme de TP. Et enfin, un outil d'évaluation que je trouve extrêmement important, c'est toutes les discussions qu'on peut avoir, les discussions informelles qu'on peut avoir, soit avec les patients partenaires ou entre professionnels, où là, on va se dire, ah, cet atelier, je m'étais posé telle question, je me suis demandé si on pourrait pas faire ça. Et toutes ces discussions informelles, ça nourrit vraiment notre réflexion et les ajustements qu'on va faire au fur et à mesure sur le programme de TP. J'ai mis laisser s'exprimer les étonnements, parce que souvent, c'est à partir de là qu'on a les nouvelles idées pour créer des nouvelles thématiques. Et c'est souvent très riche, ces moments informels. Euh, donc, je les trouve extrêmement importants. Alors, je vais vous présenter, nous, les outils qu'on utilise. Alors, c'est pas parfait, mais ça peut donner des idées pour si certains programmes tâtonnent sur le choix des outils. Alors, voici notre tableau de bord ETP. Donc, forcément, j'ai enlevé tous les noms de patients. Ça peut faire un peu peur, mais comme on a besoin d'avoir beaucoup de données pour l'enquête, c'est important de bien consigner tout et d'être organisé d'emblée parce que quand il faut rechercher les données après sur chaque dossier de patient, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, avoir un tableau de bord très complet, ça facilite vraiment après pour remplir l'enquête annuelle. Euh, alors, par rapport aux indicateurs demandés par l'ARS, donc nous, on met une colonne nombre pour mettre 1 et comme ça, on a juste à faire une somme pour avoir le nombre de patients dans notre pile active. L'ARS nous demande de faire le nombre de patients par catégorie d'âge. Donc pour ça, on prévoit vraiment des colonnes sur l'année de naissance parce que parfois, il reste 2, 3 ans sur notre programme de TP à le temps de faire tous leurs ateliers. Et on note également par classe d'âge. Comme ça nous permet de compter facilement. Euh, on note s'il y a des aidants ou pas, parce que pareil, ça c'est l'ARS nous demande de pouvoir dire si nous, notre programme est ouvert aux aidants également, donc ça nous permet de pouvoir de comptabiliser le nombre d'aidants. On note de quel département viennent les patients. Et enfin, là, c'est un peu le tips conseil pratique qu'on utilise. Nous, c'est pour savoir si le patient a fait tout son programme ou pas. Nous, on met en rouge les ateliers qui restent à faire. Comme ça, d'emblée, on sait si le patient a fait tous les ateliers qu'il souhaitait faire lors du BEP. Là, on va faire le BEP final. Et s'il en reste, comme ça, on peut l'inviter pour les ateliers qui lui restent à faire. Donc là, sur notre tableau de bord, là, je viens de vous montrer le premier onglet sur l'onglet général. Et on a un onglet qu'on peut voir en bas sur chaque thématique d'atelier. Donc quand on ouvre une thématique, par exemple, là, la thématique fatigue, là, on met les patients qui sont inscrits aux ateliers. Et donc, nous, on met ce qu'ils ont bien, enfin, ça nous permet de savoir s'ils ont répondu aux invitations, s'ils ont bien participé
à la première séance, à la deuxième séance, s'il y a certaines remarques. Et comme ça, on a en fin d'année, on peut voir pour chaque atelier combien de passants sont effectivement venus aux ateliers. Un autre outil qu'on utilise, c'est encore un autre tableau par rapport au nombre d'ateliers, notamment combien étaient en visio, combien étaient en présentiel. Donc nous, on a tout simplement un grand tableau de planification où on met tous les mois en haut et puis les ateliers en colonne. Et comme ça, en fin d'année, pareil, on compte le nombre d'ateliers qu'on a animés, combien étaient en visio, combien étaient en présentiel, et puis on additionne le tout. L'ARS nous demande également pour l'enquête pas mal d'informations sur les animateurs. Donc là aussi, on a un tableau dédié qu'on renouvelle chaque année où on met le nom, le prénom de l'animateur, sa profession. Et donc, on a besoin de savoir à la fois est-ce qu'ils sont formés aux 40 heures de TP et également par quel organisme et en quelle année. Et souvent, ça, on oublie de le demander. Donc maintenant, je l'ai vraiment fait une colonne exprès parce que chaque année, et on a besoin de le remettre. Donc comme ça, je le garde d'une année sur l'autre, l'année de formation et l'organisme. L'ARS demande l'équivalent temps plein du professionnel. Et moi, je me suis rajouté une colonne pour est-ce que le professionnel a signé la charte des animateurs de TP parce que ça, on a besoin de le faire signer chaque année, donc ça me permet de suivre si on a bien nos chartes à jour chaque année. Et ça, on le remplit également pour les patients partenaires qui font pleinement partie de notre équipe d'animateurs de TP. Donc, c'est quelque chose d'assez classique. Ça, je pense que vous avez tous des questionnaires de satisfaction qu'on fait à la fois en papier pour les ateliers en présentiel ou bien nous, on utilise Google Form quand c'est en visio et on anonymise, on ne demande jamais aux patients de mettre son nom sur un Google Form. Donc, nous, c'est nos outils d'évaluation au niveau de la satisfaction du patient, avec une partie des croix à remplir sur est-ce qu'il est satisfait, insatisfait, etc. Et aussi une partie qualitative, parce que finalement, on trouve ça plus parlant pour améliorer notre atelier, de savoir, eux, leur retour, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, par exemple. Ça nous aide beaucoup, la partie qualitative. Donc, on essaie que ce soit assez court pour que ça prenne pas trop de temps, mais quand même d'avoir cette partie où ils peuvent écrire leurs idées. Et enfin, l'évaluation, je disais, ça peut être implicite parce qu'à travers tous les échanges qu'on peut avoir qui sont pas faits pour évaluer, mais finalement, ça fait partie de l'évaluation, toutes les remises en question, les réajustements qu'on peut avoir au quotidien. Et on peut aussi inventer plein d'autres outils d'évaluation. Par exemple, là, c'était une journée qu'on avait fait spécial partenariat, qu'on avait fait début janvier avec Marie Duvivier du Pôle Ressources ETP qui était venue l'animer avec nous. Et on avait une partie qui peut servir aussi d'évaluation de programme. En fait, c'était un jeu des chapeaux où, en fonction de la couleur du chapeau, c'est un regard porté sur le TP, sur notre programme de TP à Saint-Défi. Et par exemple, le chapeau jaune, c'était qu'est-ce qui est de positif dans notre programme, qu'est-ce qui fonctionne bien. Le chapeau noir, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, tout le côté négatif. Le chapeau vert, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais inventer, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour notre programme de TP. Et ça, c'est une manière ludique et participative d'évaluer et qui nous aide aussi beaucoup pour améliorer notre programme de TP. Et ça, on l'avait fait cette journée avec à la fois les patients partenaires et également tous les animateurs d'autres structures, tous nos partenaires professionnels qui étaient venus pour cette journée. Merci beaucoup de votre attention.